Alors, on va partir sur un tour de Corse. Donc, l'idée, c'est de parler des Corses, le fameux truc un peu rigolo que personne comprend mais que tout le monde doit utiliser. Et donc, on va essayer de faire un petit tour de Corse. Moi, j'aime bien les jeux de mots, alors du coup, j'essaie de toujours pousser dans les jeux de mots pour ce truc-là. Attendez, j'essaie quand même de choper un truc sur mon téléphone, on sait jamais. Vas-y, continuer notre présentateur et on va essayer de synchro à la main. On va faire un truc marrant. Note de l'intervenant. Allez, ça part. Donc, avant, dans les années 80, ouais, moi je suis des années 80, enfin, je suis né dans les années 80. Je sais que là, quand je vous vois, je me dis, ouais, pas vous. Et dans les années 80, on était cool, on avait des chemises à fleurs, une Ferrari, et c'était bon, on avait le droit de rouler de l'essence sans aucun problème, c'était cool. En France, il s'est passé ça en 98. Bon, peut-être que demain, on pourra avoir la 3e étoile, on ne sait jamais, ça pourrait être cool. Non, on ne pourra pas l'avoir. Ok, c'est l'Argentine. Bon, on verra bien. Internet, ça ressemblait à ça en France. France Télécom Interactive. Je sais que chez vous, c'est plus Proximus, peut-être qui est le majoritaire, mais ça devait pas être beaucoup plus beau. Et il y avait un truc marrant, c'est que déjà à l'époque, ça s'appelait France Télécom Interactive. Maintenant, France Télécom, c'est Orange. Hein, vous l'avez aussi en Belgique. Et il y avait un tout petit endroit, il y avait marqué Wanadoo. Ça a été le gros provider historique quand on avait des modems qui faisaient des bruits insupportables et qu'on devait piquer la ligne de téléphone à nos parents pour aller sur Internet. Ça, c'est 98, donc ça vient de archive.org. Ça, c'est 98 de l'autre côté de l'Atlantique. Donc à l'époque, Chrome n'existait pas. Hein. Il y avait un navigateur qui était vraiment prédominant parce qu'il respectait les standards. C'était Netscape Navigator, qui est devenu Mozilla Firefox, plus ou moins, qui malheureusement a perdu beaucoup de vitesse au profit d'un certain truc poussé par Granger. C'est dommage. C'est bien la diversité dans les browsers. Si vous avez des Mac ou des iPhones, vous savez que c'est Safari dedans tout le temps. Même si vous installez Chrome ou Firefox, ça sera Safari dedans. Donc, il faut utiliser Safari aussi, il faut utiliser les autres, c'est important. Il y avait aussi un truc comme ça, comme Caramel. Ça, c'est gmx.be, je crois, en Belgique. Ça devait exister, ça? Non? C'était le super provider pour avoir des mails gratos. Caramel, c'était le truc où on se crée un compte pour échanger, pour un peu trouver des dates et tout. Il n'y avait pas Tinder, il n'y avait rien du tout. Quoi. Bon, il n'y avait pas Dashlane non plus. Hein. J'ai fait un screen sur un browser récent, donc oui, il m'a montré Dashlane dans les fils de remplissage de mots de passe, mais en fait, il s'est planté. Et on voit un truc marrant, c'est qu'il y avait quand même, donc en 98, hein, là on revient, on était le 1er décembre 98 d'après l'URL d'archive.org. Et en fait, il y avait quand même un site web avec des pubs, avec des chargements de ressources externes. Donc on se dit qu'il y a quand même un truc, c'est que on avait notre site web et on allait déjà le faire parler à d'autres. Je vais me présenter, mais si vous étiez là ce matin, je peux skipper ce truc-là. Mais je crois que c'était pas là ce matin, Olivier, donc je peux. Ouais. Moi, je viens de Tours, c'est là. Parce que du coup, quand on dit Tours, en fait, les gens ils connaissent pas. C'est les châteaux de la Loire, tout ça, c'est la France. C'est joli. Donc, si vous avez l'occasion de venir en France, n'hésitez pas à venir faire un tour à Tours, en l'occurrence, qui est une ville très sympa de 450 000 habitants à peu près avec l'agglomération, mais qui a échelle humaine et qui a 1 heure de Paris en TGV. Du coup, c'est pas mal parce qu'en fait, c'est vraiment juste à côté de Paris quand on veut aller voir des belles choses et faire des boutiques. C'est plutôt sympa. À côté de ça, je suis sur les réseaux. Je suis même sur Mastodon parce qu'il y a un certain Elon qui a décidé de faire des trucs un peu étranges peut-être. Donc c'est bien aussi d'utiliser un autre réseau social. Et je suis cofondateur de Code Troopers, qui est une micro-ESN. On est une quinzaine. On est 7 gérants. C'est un truc un peu particulier dans les ESN. En général, il n'y a pas 7 gérants. On est tous des devs. On a un seul business developer qui s'occupe de faire les trucs qu'on veut pas faire, la facture, trouver des clients. Mais encore que ça, c'est pas vraiment un problème. Choses comme ça. À côté de ça, je suis co-créateur et co-lead du GDG de Tours et co-créateur et co-lead de TNT, donc Tour Tech, qui est une conf technique à Tours, comme le DevFest ici. On a failli s'appeler DevFest d'ailleurs, mais on l'a pas fait parce qu'il y avait trop de DevFest en France déjà. Et donc la prochaine édition a lieu les 19 et 20 janvier 2023 à Tours. On est sold out, donc désolé si vous voulez venir, c'est mort. Et on a à peu près 400 participants, nous un peu plus maintenant. Ça dépend de la police ou les chiffres officiels, mais on va dire 400 pour pas avoir de problème avec les assurances. La Corse, c'est beau, hein, c'est pas mal. Je vais mettre des petits diaporamas de la Corse quand même parce que c'est sympa de parler de l'île de beauté et de voir des trucs parce que le jeu de mots est quand même drôle, donc autant en profiter.
Quand je vous disais que sur Caramel, on avait un chargement d'images, en fait, il y a un truc dans le web, dans le HTTP, dans le HTML, qui s'appelle la Same Origin Policy. C'est en gros la base avant l'écorce, c'est le truc qui compte. On l'abrévie avec son petit acronyme SOP. C'est dans les browsers, c'est toujours dans les browsers. Et l'idée, c'est de dire, en fait, je ne vais pas charger quelque chose qui vient d'ailleurs. Comme son nom l'indique, hein, rien de savant. Ça va être quand même de 95, donc il faut se dire que c'est vieux. Plus vieux que vous, peut-être même. Donc c'est quelque chose qui est bien ancré. L'idée du same origin, ça peut marcher si on comprend ce qu'est une origine. Donc une même origine, en fait, ça va être défini par le fait qu'on ait le même protocole, le même domaine et le même port. Donc si je prends des URL d'exemple, mon mysite.tld pages, il va être de la même origine que paste2 pages. Par contre, si on change le port sur le 80, c'est un peu bizarre de faire du HTTP sur un 80, mais pourquoi pas, ça marche pas. Si on change le protocole, on fait un downgrade de protocole, forcément ça marche pas, et encore heureux. Et à plus forte raison, si on passe sur un sous-domaine, ça ne fonctionne pas. Donc il ne faut pas confondre la notion d'origine pour le browser dans ce sens-là à la notion d'origine pour les cookies. Parce que pour les cookies, en fait, le your.site, il est dans le même domaine. On peut partager des cookies. Si vous voulez en savoir plus, il y a le petit lien de la RFC, 6454 alinéa 4. C'est pas si compliqué que ça à lire une RFC. C'est un peu verbeux, mais en fait, en vrai, on apprend tout là-dedans parce que les browsers, ils implémentent juste les RFC. Donc, par contre, pour éviter de péter Internet, la Same Origin Policy, elle a des endroits où elle est un peu laxe. Donc, en fait, elle autorise en fait entre les origines quand même certains éléments, par exemple les images, genre mon image Auckland tout à l'heure. Auckland, c'est l'ancêtre d'eBay. En fait, en France, il y avait un ancêtre d'eBay qui s'appelait Auckland, qui a du coup depuis certainement bien coulé, mais qui existait, et donc on pouvait charger cette fameuse image Auckland parce que le IMG SRC qui allait pointer sur un obscur serveur de pub était autorisé. Les images externes sont autorisées. Les scripts aussi. Sinon, quand vous faites votre super page web qui va charger cdn.bootstrap. Je sais pas quoi, ça marcherait pas. De la même façon, les liens, voire les iframes. On peut aussi autoriser certaines actions. On se dit qu'il n'y a pas de truc critique quand en fait on va soumettre un formulaire vers un autre domaine, c'est sûrement voulu. Ou récupérer un contenu statique. L'image, ça marche, mais aussi un fichier audio. À un moment, c'était très à la mode. À la fin des années 90, on mettait des bandes son à nos sites web. On faisait un peu n'importe quoi. On a cru que c'était un Minitel glorifié. C'était un peu bizarre. Donc, en soi, on peut faire ce genre de choses. Actions, donc les méthodes, les headers, les content types, ça, c'est des trucs standards qui passeront toujours entre les domaines. Il n'y aura jamais de problème. Quand on voyage un peu, on est obligé d'avoir un passeport. Le passeport, ça veut dire on franchit des frontières. Franchir des frontières, c'est faire du cross-origin. Un truc marrant, il y a longtemps, donc pour vous, ça vous parle un tout petit peu, je pense que parce que Flash, vous l'avez entrevu, si vous êtes curieux de l'informatique, vous avez dû faire de l'ActionScript ou des trucs comme ça, parce que vous avez voulu jouer avec, c'était plus sympa que faire du HTML, quoi. Et en fait, le Flash avait ce problème de cross-origin, parce qu'il fallait aller charger des ressources un peu partout, quoi. Donc, il y avait une notion d'opt-in par domaine. Donc là, on disait, dans un fichier à la racine du site, dans un fichier qui s'appelait cross-domaine.xml, on décrivait toutes les ressources qu'on était capable d'aller charger, tous les domaines qu'on était capable d'aller taper. Donc, on était obligé quand même de donner patte blanche, de dire à Flash, je veux bien que tu ailles charger les trucs de example.com, de www.example.com, ou certains headers depuis Adobe, par exemple. Ça, c'était bien, mais concrètement, on se replace dans l'année où ça arrivait, donc fin des années 90. Quand on codait, on n'avait pas Git. On n'avait pas Subversion non plus, on avait CVS. CVS, vous ne l'avez pas utilisé, je pense, et vous avez de la chance. Parce qu'en fait, les merges, c'était l'enfer. Donc, une équipe de 30 développeurs avec un fichier à merger comme ça, il y avait forcément une ligne qui s'auto-merge. Donc, forcément, ça ne marchait plus. Puis à l'époque, on codait sur la prod, parce qu'on était des vrais, quoi. Donc, ce truc-là, ça fonctionnait, mais ce n'était pas non plus le truc hyper maintenable, hyper funky. De l'autre côté, il y avait une autre notion, le JSON-P, donc JSON with padding, que vous utilisez peut-être encore pour le coup, parce que ça existe encore, qui permet de franchir les barrières d'origine. L'idée, c'est d'aller charger un script et de donner à ce script le nom d'une fonction JavaScript, parce que JavaScript est un langage formidable, on peut faire tout, sans vraiment de sécurité. Et donc, on charge un fichier externe, puis on lui dit, quand tu auras fini, vas-y, appelle cette fonction. Ce fameux callback. Et donc, ça ressemblait à un truc comme ça. Ou ça ressemble encore, parce qu'on peut le faire toujours. Il y a pas mal de
lib qui permettent d'appeler un callback pour quand le chargement est fait, tu m'appelles pour que je puisse finir l'init, par exemple. Donc, en fait, on définit une fonction dans notre scope, le scope de notre page, le handler en l'occurrence, et on la passe en argument du chargement du script, en disant quand tu auras fini, tu m'appelles handler, s'il te plaît. Du coup, là, on franchit les barrières des origines parce que script SRC, on a le droit. Par contre, après, on ne sait pas trop ce qui va se passer dans notre handler. C'est là où peut-être il y a un peu des problèmes de sécu à valider. Ça existe, important. Il y a un truc très très cool, le Voice XML. Vous avez forcément utilisé du Voice XML parce que vous ne le savez pas. Quand vous appelez votre assurance, je pense que c'est pareil en Belgique qu'en France, vous appelez votre assurance, votre provider internet, un truc comme ça, vous avez le fameux truc, il faut faire dièse, après il faut faire 1, 2, 3, attendre, ou alors parler à la Mevo pour dire répéter, effacer, ces trucs-là. Là. Ça, c'est défini en Voice XML. C'est un langage de markup, comme le HTML, mais qui est dédié aux applications vocales. Et ce langage-là, il avait exactement les mêmes problèmes. Donc, il est tout basé sur XML, et l'idée, là, par contre, eux, ils se sont dit, dans la norme, nous allons ajouter de l'opt-in par ressource. Donc, chaque fichier Voice XML va pouvoir dire j'ai le droit d'aller charger un fichier audio qui est situé sur un autre serveur. Et là, ça se passait par les entêtes XML, parce que le XML, c'est un langage un peu compliqué, tordu, on peut faire plein de choses. Et on peut même mettre des directives, des méta-directives. Et donc, on était capable de dire qu'on voulait autoriser wildcard.example.com et qu'on voulait refuser le wildcard.visitors.example.com. Le problème, c'est que ça marche bien pour Voice XML, mais ça marche pas pour le reste parce que tout n'est pas XML. Quand on veut télécharger un fichier, on n'a pas ces entêtes-là dans notre monde du web. Mais ça donne plein d'idées. Et toutes ces idées ont abouti sur ce fameux CORS, le Cross Origin Resource Sharing, qui en fait nous permet de faire un tour de l'île de beauté tranquillement pour voir un petit peu comment on organise tout ça. Pour faire un exemple, je me suis dit que j'allais faire une fake API pour vous montrer comment ça marchait. Une fake API de fromage. Là, il est quelle heure 17h18. C'est pas encore l'heure de l'apéro, mais on s'approche. Du coup, la planchette de fromage, elle peut parler un petit peu. Donc, j'ai fait une fake API. Elle n'est pas codée, je dis direct. C'est juste, j'ai fait des exemples en JS. Je suis un développeur Swift. Je fais que de l'iOS, moi. 110% de mon temps, c'est de l'iOS. Donc, je ne fais pas de JavaScript. S'il y a des erreurs de syntaxe, vous pouvez me le dire. Après, les slides, ils ont tourné un peu, donc maintenant, normalement, les erreurs de syntaxe, elles ont dû être... Ou alors, personne m'a rien dit et ils ont abusé, les gens. Donc, j'ai fait une super fonction qui me permet de choper tous les fromages de ma super API cheese et qui log ça dans la console. Je suis développeur front, je n'ai pas accès code back. Par contre, je bosse avec quelqu'un à côté qui fait le back. Et donc, je me suis dit, je vais faire ça, je vais faire ma super UI en React, Vue, LitElement, je sais pas quel est le nouveau truc à la mode. Et je vais le consommer. Et quand j'exécute ce code-là, dans mon browser, il se passe un truc bizarre, c'est que je me prends la fameuse erreur que vous connaissez, qui est no access control à l'origine, je sais pas quoi, blablabla, ça marche pas. Corse. Alors, on s'en fout, on est des devs. Donc globalement, qu'est-ce qu'on fait? On prend ça, Copast, Stack Overflow. Qu'est-ce qu'il me dit Stack Overflow? Tu mets mode no Corse. Ouais, allez. Du coup, je regarde la doc de fetch quand même, parce que du coup, c'est une option de fetch. Moi, je savais pas faire comme ça, donc je l'ai fait. Je réexécute et là, ça pète ailleurs. Je me dis, OK, peut-être que j'ai fait un peu trop du Stack Overflow programming rapide. Je vais réfléchir. Je relis le message d'erreur. Non, parce que du coup, j'ai pas mes notes de présentateur, donc je le relis pas. Ce que je fais, c'est que je vais demander au dev back, je vais revenir quand même parce que je n'ai pas eu de succès tout de suite. Je vais aller parler à mon dev back, à mon pote à côté là. Je vais dire, en fait, Stack Overflow, il m'a dit un autre truc. Soit je mets une mode no course et j'ai pas besoin de toi, soit tu me mets un header. La personne met le header, c'est cool, et ça se met à marcher. Donc ce header, c'est access control à l'origine étoile. Ok. On sait que dans notre monde de l'informatique, le étoile, ça veut dire tout. Donc globalement, j'ai autorisé tout, ça doit marcher. Le back est en JS aussi, je suis hype. Si on regarde un peu ce qui se passe avec le Web Inspector au niveau des requêtes, donc on voit que là, on a fait une requête, on a appelé depuis mon origine qui était slides, mes slides, l'URI API all sur le serveur cheese. Je ne sais même pas si on voit cheese ici. Si host cheese. Le serveur m'a répondu, OK. Il m'a dit access control allo origin. OK.
content length, donc il y a une longueur de réponse. Tout se passe bien. Alors là, je dois avoir une blague sur... Si, le serveur, c'est moi qui l'écris, il est en Express. Donc là, tout se passe bien, j'ai réussi à récupérer la réponse. Pourquoi ça n'a pas marché le premier coup? Je vais quand même revenir sur le fameux noCourse, parce que là, en fait, j'ai raté un truc que je voulais vous dire. C'est qu'en fait, ici, j'ai eu une erreur quand j'ai essayé de parser la réponse. Si je reviens sur le message d'erreur initial, il y a un truc qui est important, c'est que ça me dit si un opaque result suits your need, un truc dans le genre, serves your need. En gros, si tu t'en fous de la réponse, tu peux mettre noCourse. Sauf que moi, je m'en fous pas de la réponse, je veux l'afficher. D'où l'erreur. Parce qu'en fait, ici, je n'avais pas la réponse, j'avais pas accès à la réponse. Quand je suis passé là, tout bêtement, j'avais une opaque response. Ça veut dire que le browser envoie la requête, récupère une réponse, mais il la donne pas au JavaScript. Parce que contrainte de sécurité. Je repasse dans le monde où tout marche bien, etc. Et je continue. Donc en fait, l'idée, c'est que le access control à l'origine, il a plusieurs valeurs possibles. Et dans tous les cas, ces entêtes de réponse sont côté serveur. C'est un des points qui est important à noter. Quand on fait du Corse, le problème, c'est le serveur. On peut mettre donc étoile, c'est open bar, globalement. Vas-y, je te file mon API, qui que tu sois, je te la donne. On peut mettre scheme site TLD, donc spécifié à une origine en particulier, ou nul. Alors nul, c'est un truc marrant, c'est que si vous chargez un fichier HTML en local, en file de backslash, en fait, il n'a pas d'origine parce qu'il est local, il est file. Et donc l'origine, dans ce cas-là, ça va être nul, donc vous pourrez faire du dev en local avec nul. Mais le comportement, il va être chelou dans les browsers, donc globalement, mettez pas nul. C'est possible, c'est dans la spec, mais mettez pas nul, on ne sait pas ce qui va se passer. Je continue un peu mon dev, je vais me dire, ah, tiens, je vais aller topper les avatars. Topper les avatars, donc je fais ma super requête. Je suis malin, parce que je sais que l'écorce c'est tordu. Je vais directement regarder dans Stack Overflow. Je sais que j'ai besoin d'être logué pour récupérer mon avatar. Sinon, qui je récupère? Donc je mets le credentials include. J'avertis mon copain du bac, je lui dis bah, mets un étoile, parce que apparemment, il faut mettre étoile, sinon ça marche pas. Et Twingo, bam, ça marche toujours pas. Mais vu que j'ai compris que j'avais pas bien lu le message la fois d'avant, je vais le lire un peu mieux. Donc là, on me dit que j'ai pas le droit de mettre étoile si j'ai mis des credentials. Ok, la spec est comme ça, je ne vais pas contester. Donc ce que je fais, c'est que... Alors, ce que je fais, c'est que je vais mettre juste slide. Je vais dire au mec du bac, bah en fait, c'est moi qui t'appelle, tu sais que je suis slide, change le access control à l'origine pour que moi. Parce qu'apparemment, j'ai pas le droit de mettre étoile. Je réexécute, et là, ça me recrie dessus. C'est la magie de l'écorce, en fait. Tous les messages que je vous mets là, c'est des copastes de la console du browser. J'ai rien rédigé moi-même. J'ai uniquement pris les messages de la console, je les ai copiés là. Donc ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas de magie. Et si on lit vraiment les messages, il nous dit exactement ce qu'il faut faire. Il nous dit que, en fait, il faut mettre un autre header qui s'appelle access control allow credentials à une valeur true. Sinon, on ne veut pas. Et c'est true, c'est pas autre chose. Si vous mettez true en uppercase, ça ne marchera pas. Yep. Ben justement, c'est quand tu fais le credentials include, du coup, tu vas pousser les cookies. Donc en gros, tu es obligé de dire que tu vas vouloir autoriser les credentials de façon explicite. Donc tu dois donner le domaine et les credentials pour éviter de leaker des credentials tout bêtement, quoi. Si je regarde un peu ce qui se passe côté network, je vais faire mon get. Là, je vais pousser le fameux cookie dont tu viens de parler pour dire je suis authentifié, je suis JSession ID. Bon, il y a une incohérence parce que du coup, je fais du JS et j'ai un JSession ID comme si je faisais du Java, mais on ne le dira pas. Et là, mon browser, il dit vas-y, c'est bon. Et il répond avec une content length, bon là, tout. C'est un tout petit avatar, hein, parce que 2 bytes, c'est pas très gros. Mais ça ne fonctionne pas, parce que là, je n'ai pas mis le fameux header qui va bien. Ça, c'est ma première requête. Si je refais avec le access control allow credentials à true, ça marche. Et donc, la valeur qui m'est retournée, là, quand je pousse ce truc-là, je fais mon get avec le cookie. Le serveur me répond qu'il autorise les credentials. Et donc, là, ça passera. À chaque fois, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que la content length, c'est la même. Le serveur a répondu. Le blocage, c'est le browser. C'est le browser qui m'a dit non, je peux rien en faire. Le message d'erreur, la requête est déjà partie. C'est ça qui est important de comprendre. Ça va toujours pas mal la Corse.
Il y a des belles couleurs. Hein. Surtout là où tout est blanc en ce moment, dehors, ça donne un peu envie d'être en été déjà. Donc je vais continuer, je vais préciser une méthode en particulier. Donc pareil, je regarde la doc de Fetch sur Stack Overflow ou sur MDN parce que quand même, des fois, je fais un peu attention. Et je vais essayer d'appeler le delete. Quand j'appelle, vous avez compris le principe. Il me dit, vas-y, c'est mort. Par contre, il me dit un truc intéressant. Il me parle de pre-flight request. Je vais quand même demander au devback de m'ajouter le access control à l'origine. Mais en fait, il me dit pareil. C'est pas ça le problème. Si je relis la doc, il me redit encore un autre truc, c'est qu'il me dit que c'est... Ah, non, pas la doc, pardon. Si je relis la console, il me dit que là, ce coup-là, ce qui bloque, c'est que c'est bloqué par une course policy, toujours les fameux courses, et que je n'ai pas autorisé la méthode delete dans mon access control allow methods. J'ai changé un petit truc que vous avez peut-être vu entre là et là. En fait, j'ai changé la méthode. J'ai dit au devback, attends, ça me parle d'un truc bizarre de pre-flight, là, ça marche toujours pas. Pre-flight, on m'a dit c'est option. Stack Overflow, il m'a dit c'est option, en fait. Du coup, change pour option. Donc là, j'ai fait changer le devback pour option. Et mon devback a remplacé le header du access control allo étoile dans option et pas dans delete. Pas dans le même verbe. Sauf que ça marche toujours pas. Donc je suis bête. Hein. La console, elle m'a dit de faire un truc. Je dis au devback, mets ce que la console, elle a dit, s'il te plaît, sur option. Et en fait, là, d'un seul coup, ça va se mettre à marcher. Mais je l'ai mis que sur option. Et en fait, ce qui se passe quand on regarde le côté réseau, la première requête qui va sortir du browser quand je vais essayer de faire un delete, ça va pas être la requête delete, ça va être la requête de type option. C'est pour ça qu'en fait, en face, il a dû implémenter option. Option, c'est un verbe valide qui permet de récupérer les options du serveur, justement. Et donc, j'ai dit que moi, j'avais envie d'utiliser la méthode delete depuis slides. Ce à quoi le serveur a répondu, OK, je veux bien que n'importe qui appelle delete. Le browser dit, OK, tout va bien, proceed. Et donc ensuite, il va appeler le delete. Ce à quoi le back va répondre, d'accord, c'est bon, vas-y, t'as le droit. Mais en fait, le browser a fait une première vérification, pré-flight, pour aller voir si en fait il avait le droit d'utiliser ça tout bêtement. Et quand il a eu la validation par le serveur que c'était une méthode autorisée, il l'a fait. De la même façon, je peux essayer de pousser des headers pour me dire non, mais en fait le delete il est un peu vénère, n'importe qui peut l'appeler, j'ai pas d'autante, je vais mettre un header caché qui sera une clé très très secrète. Je vais directement dire au devback fais comme la fois d'avant, mets le verbe option, fais tout bien. Et je vais encore une fois me prendre les pieds dans le tapis parce que le browser va me crier dessus. Il me dit que ce fameux header Xcodice, il n'est pas autorisé dans allo control allo headers. Même technique, on dit au devback de faire le truc et tout va bien. Vous voyez qu'en fait, pour le coup, en fait, les problèmes de Corse, ça peut être du trial and error. Si on regarde la console, en fait, on peut tout comprendre. Il faut juste lire. Si on regarde ce qui se passe côté network, on a toujours le même truc. Je pousse juste que je veux faire un request header Xcodice. C'est pas moi qui le fais, c'est le browser tout seul. Moi, j'ai juste essayé de faire une requête en delete. Et en fait, tout seul, le browser va peupler les headers pour dire au back, en fait, j'ai besoin de ça. Je veux faire ça. Est-ce que tu m'autorises? Le back répond, ouais, c'est possible. Auquel cas, la requête procède. Et se passe bien. Toujours une belle ligne en Corse. On fait le tour quand même. Hein. On essaie. Il y a plein de headers, donc du coup, à chaque fois, on regarde un peu un panorama qui a l'air cool. Mais je vais m'arrêter un peu là sur la partie liste des headers, parce que c'est pas forcément le plus drôle. L'idée, c'est de voir le fonctionnement. En fait, d'abord, le navigateur, ce qu'il va faire, c'est qu'il va voir si la requête, elle est cross-origine. Il va prendre l'origine en cours, l'origine destination. Après, il va se poser la question, est-ce que c'est une requête simple? Ce que je disais tout à l'heure, un get, un post, un put avec des headers classiques. Auquel cas, il va se dire, vas-y, c'est bon. Si c'est pas le cas, il va balancer un pre-flight. Le pre-flight, c'est une requête option auquel le back doit répondre. Et en fonction des réponses, des headers de réponse, le browser, ça va décider, vas-y, je continue. Non, c'est bon, je m'arrête, en fait, il y a un problème de sécu. Et du coup, quand il y a un problème de sécu, il va dumper dans la console le oula, ça me va pas, il y a un problème. On a pas mal d'entêtes de requêtes possibles. On a origine, qu'on ne peut pas modifier, c'est le browser qui gère. On a le access control request method, comme tout à l'heure pour le delete. Le access control request header, comme pour mon header secret de c'est mon mot de passe. Et par contre, au niveau réponse, on a beaucoup plus de choix.
Sachant que ces 3 que je mets là, c'est le browser. Moi, côté dev JS front, en fait, j'y touche pas. C'est pas à moi de le faire. Je peux pas y toucher. Et côté réponse, on peut dire qu'on veut autoriser une origine ou une autre, on veut autoriser certains credentials, certaines méthodes, certains headers, donner un âge à la vérification et exposer des headers. Tout ceci, je suis passé un peu vite, tu voulais prendre une photo, vas-y. Tout ceci, en fait, ce sont les headers possibles de la positionner côté back et qui vont contrôler comment ça va se passer côté front. Yep. Justement, j'ai pas mes notes de présentateur et ça, c'est embêtant parce que du coup, je l'ai exactement. L'idée, c'est que tu peux faire transpirer les headers de ta réponse au contexte JS appelant. Par exemple, tu fais de la pagination en utilisant RETOAS. Tu peux dire le nombre de pages, le nombre d'éléments, le current page, etc. via des headers ou les link rel, etc. Ce sont des headers que tu peux exposer pour que le contexte appelant JS soit capable d'aller le lire même s'il ne vient pas des mêmes boundaries. Donc le expose header sert à ça et le max age, il sert à jouer avec le cache aussi parce que potentiellement ton browser, il va pas faire des requêtes options à chaque fois. Il va mettre en cache un petit peu la requête option. Il sait qu'il a eu le droit de faire un delete il y a 28 millisecondes, il va pas refaire le option en fait. Il va se rappeler et il va refaire 2 deletes à la suite sans refaire le option. Si je reviens plus précisément sur le hello methods, parce qu'il y a un petit peu des caractéristiques, il est insensible à la casse, vraiment. Il peut être multi-évalué. Tu peux dire que tu autorises le get, le post, le post, le head, le put, etc. Sachant que get, post, put, head sont par défaut. Par contre, delete, whatever, ne sont pas par défaut, il faut les préciser explicitement. Par contre, tu peux pas dire que tu autorises un connect, un track ou un trace. Pas possible. Vu le nom des méthodes, on voit un peu ce qui se passe. Connect, c'est globalement pour faire des WebSockets. C'est bizarre de faire du cross-origin pour faire des WebSockets. Il y a un truc qui se passe. Track et trace, c'est un peu le même délire. Tu fais des requêtes qui sont bizarres. Dans le même principe, le Allo Headers, il te permet de dire que tu veux bien autoriser certains headers. C'est encore une fois insensible à la casse. C'est encore une fois multivalué. Par contre, tu as quelques valeurs interdites qui sont un peu plus vénères. Et en fait, quand on regarde, elles sont plutôt logiques. Parce que tu veux pas aller modifier le do not track, par exemple. Ce serait bizarre. Ou aller modifier l'origine, le référent, des choses comme ça qui n'ont pas de sens par rapport à ce que tu es en train de faire. Donc quand je dis que c'est pas autorisé, c'est juste que le browser va voir arriver ça, il va faire bah non. Il va le filtrer et il te le donnera pas en tant qu'appelant. Il faut savoir que sur le Allo Headers, le fameux Chrome, il a un bug qui, je crois, est toujours ouvert. Lui, il est sensible à la casse. Et du coup, si l'entête d'appel, elle n'a pas la même casse que l'entête de réponse, pour lui, c'est pas le même. Mais l'aspect dit que c'est insensible à la casse. Je ne sais pas s'il est toujours ouvert le bug, mais ça fait au moins 2 ans qu'il traîne, donc c'est possible qu'il soit toujours pas fermé. Donc comme je disais, le preflight, c'est une requête option juste sur la route voulue. Le code de retour, c'est dans les 200 quelque chose. Souvent, c'est 204. Mais il faut savoir que si vous développez des sites web pour des smart TV, eh ben, si vous ciblez des Samsung, il ne faut pas répondre 204. Parce que le browser de Samsung, 204 pour lui, ça marche pas. C'est 200. Voilà. Et il contient uniquement ces 3 entêtes qui sont importantes. Origin, request method, request header. Et j'ai skippé de ouf des slides. Je vais vous en remettre du coup parce que j'ai un peu plus de temps que prévu. Parce que normalement, j'en ai un peu plus. J'ai cette grappe-là que je peux remettre, qui sera peut-être intéressante quand même. Où est-ce que c'est le unskip? On va reprendre ça et on repart au moins sur cette partie-là parce qu'elle est intéressante. Comment ça se passe en pratique quand je suis dev et que j'ai des problèmes de Corse? Comme vous avez vu, c'est côté back le problème. Hein. L'idée, c'est que si vous êtes dev front, que vous n'avez pas accès au back, que vous ne pouvez pas ouvrir une issue au développeur du back et que vous avez un problème de Corse, vous êtes enfermé dehors et vous n'avez pas vraiment de moyen de contourner les choses. Le seul moyen que vous avez, qui n'est pas forcément bien perçu par le dev back ou par l'équipe dev back ou par le provider, c'est de mettre en place un middleman. Vous démarrez un proxy que vous maîtrisez, sur lequel vous allez pousser les headers qui vous gênent, qui va lui faire une requête de back à back vers ce fameux back qui ne n'autorise pas la réponse comme vous le voulez. Ça fonctionne. Donc, comme je disais, de modifications sont sûrement côté API, parce que pour le coup,
bah, les headers de Corse, ils sont poussés par le back, pas par vous, vous pouvez rien y faire. Et l'inspecteur web, comme tous les exemples là, il vous donne les super bons indices. La best practice, c'est que le preflight comme la réponse doivent contenir les mêmes entêtes. En théorie, il faut faire ça. En pratique, on peut ne pas avoir les entêtes dans la réponse. Mais avec les histoires du fait que le browser va cacher l'option, si le browser cache option et qu'il ne voit pas parfois dans la réponse les mêmes entêtes, il va se dire « Oula, j'ai peut-être un problème de sécu ». En gros, il va skipper le preflight, il va prendre une réponse, mais il ne va pas avoir le hello methods delete, il va se dire « Oula, bizarre ». Donc l'idée, c'est qu'on met les mêmes headers entre preflight et réponse pour éviter des petites blagues. Et si vous voulez tester, donc si vous avez bien compris le truc, les Corses, c'est une sécurité niveau navigateur. Donc ça veut dire que quand vous faites une appli mobile comme moi je fais tous les jours, les Corses, en fait, j'en ai rien à faire. J'ai jamais de problème parce qu'en fait, ils n'existent pas pour moi. Quand vous faites une appli back qui fait du machine to machine, pareil, vous vous en foutez. C'est pour ça que je disais qu'on pouvait mettre un proxy au milieu. C'est que les headers de Corse, pour vous, ils n'existent pas. Enfin, vous les voyez revenir, mais en fait, c'est pas important. Mais vous pouvez quand même vouloir tester en local sans vous fader de monter un service, etc. Et en fait, curl, c'est quand même un super copain pour ça. Parce que pour le coup, curl, il vous permet de mettre les headers que vous voulez. Donc, vous pouvez dumper très bien un curl-h en mettant une origine que vous voulez. Vous faites un -vv ou n'importe. Et vous verrez les headers de réponse. Et comme ça, vous êtes capable de voir si le devback, il a menti ou pas. S'il a bien mis le header que vous lui avez demandé. Sans avoir besoin de vous prendre plein d'erreurs dans le browser, sachant que quand il y a du Corse, en général, le browser, il est opaque sur les réponses. Il vous dit juste qu'il y a une erreur, mais il veut même pas vous montrer ce qui s'est passé. Dans les best practices, le access control à l'origine étoile, c'est vraiment si vous faites une API publique. Pas d'autorisation et que c'est de l'open data. Parce que c'est open bar. Même si vous faites une appli intranet, mettez pas access control à l'origine étoile. Parce qu'en fait, quelqu'un qui est connecté sur le VPN de votre boîte, qui est connecté dans le système de gestion des congés, admettons, qui a ce truc-là, access control à l'origine étoile. Bah, si on lui fait ouvrir une page web qui va faire un petit fetch sur l'URL de ce fameux service pour lui faire poser tous ses congés d'un coup, bah, vu que c'est access control à l'origine étoile, il a beau être sur monsite.com, il va taper ma gestion de congé.vpn, bah, ça va marcher. On va pas l'empêcher, il a le droit. C'est pas parce que c'est un service privé au sens LAN que vous êtes à l'abri. Le VPN, ça casse tout en fait. Donc faites gaffe avec le étoile, c'est vraiment pas la bonne solution. Si le service est critique, mettez pas étoile. Et dans les best practices, on peut aussi se dire que, bah, vous avez vu, c'est un peu pénible. Il faut mettre le access control à l'origine à la valeur de l'appelant. Donc l'idée, c'est de faire une whitelist des domaines autorisés. Et donc, on va faire un code snippet un peu dans cet esprit-là. On va checker si l'origine est dans la liste. Si c'est le cas, on va la pousser dans les headers. Parce qu'en fait, c'est pas possible de répondre multivalué. On peut pas répondre localhost virgule slides. Pas possible. On n'a pas le droit à ça dans la spec. C'est forcément l'appelant. Donc ça veut dire qu'il faut être un peu malin, mettre un peu d'intelligence dans votre middleware pour être capable juste de répondre correctement à ce truc-là. Donc ça marche pour la whitelist et ça marche du coup, on peut même mettre le header Hello Credentials, parce que dans ce cas-là, on s'en fiche, on a checké l'origine d'avant. Dans les autres aspects qui peuvent être intéressants d'évoquer et qui sont intéressants de voir, c'est tout ce qui est gestion du cache. En fait, c'est bête, mais vos machines pro, en général, elles sont un peu configurées par des gens qui ont la main dessus, qui voient ce que vous pouvez faire. Et souvent, il y a un proxy d'entreprise. Le proxy d'entreprise, il est bien parce qu'il évite de refaire des requêtes qui seraient identiques. Par contre, votre API, elle va potentiellement pas répondre la même chose à des origines différentes. Donc, c'est important de dire à l'appelant que le contenu peut varier en fonction de l'origine. Donc ça, c'est un header que vous pouvez positionner côté réponse qui dit que ne mets pas en cache si l'origine est différente. Pour éviter de répondre la liste de clients de l'utilisateur A à l'utilisateur B, ça peut être utile. De la même façon, l'étape d'après, c'est aussi de varier sur les cookies pour justement gérer cette notion d'authentification et ne pas mettre en cache la liste de A pour B. Et enfin, il y a un truc qui peut être assez sympa, c'est que je vous parlais de la same origin policy qui est présente. En fait, on peut dire au browser, non mais en fait, ne respecte pas la same origin policy. Fais du cross-origin. Même sur des images, des scripts, des liens. On est capable de lui dire, fais une requête cross-origin, faire une requête cross-origin avec credentials. Et en fait, dans ce cas-là, le browser, juste dans le markup, il va comprendre qu'il est obligé de faire du Corse. Donc, il va faire une requête, il va faire sortir une requête
avec les headers cross-origin, vérifier les credentials, etc. Et donc, il va appliquer tous les mécanismes de sécurité du Corse au sein d'une requête qui, normalement, passe grâce à la same origin policy. Ça permet d'être un peu plus clean sur ce qu'on fait et se rendre compte que oui, en fait, on est en train d'aller parler à quelqu'un d'autre. Et donc, c'est important de respecter ce que l'autre nous pousse. Après, il y a pas mal de sujets qui sont un peu annexes. Il y a la cross-origin resource policy. On est capable de dire qu'on veut bien charger, par exemple, des vidéos, mais pas de l'audio, ou des vidéos, mais pas du texte, ou des choses comme ça depuis telle ressource. La cross-origin embedder policy, où là, on peut contrôler ce qu'une iframe va être, comment une iframe va être embarquée dans un autre site. On peut dire, bah, je veux bien qu'elle soit embarquée depuis tel endroit ou tel autre endroit. OpenEarth, même idée. Est-ce qu'on expose au JavaScript ou pas? Les segfetch mods, segfetch zest, segfetch site, c'est des choses qui sont rajoutées par le browser, encore une fois, pour essayer d'expliciter auprès d'une back comment la requête est accédée. Donc, vous pouvez interagir un peu avec ça. Globalement, j'ai pas vraiment vu de site qui s'en servait pour l'instant. Mais je suppose que sur des sites hautement sécurisés, ça peut être quelque chose qui est intéressant. Et enfin, là, c'est un talk entier, la Content Security Policy. Il y a plein de choses qui sont possibles pour éviter d'avoir des overlays, etc., pour essayer de sécuriser au maximum votre page. Si vous êtes curieux sur le sujet, il y avait un super talk à Devox cette année, ou l'année dernière, cette année, qui parlait des CSP, sur tous les moyens dont on pouvait hijacker quelqu'un en lui faisant croire qu'il allait cliquer sur le bouton valider, alors qu'en fait, il cliquait sur une frame transparente qui avait un bouton transparent et donc qui était en train d'intercepter ses credentials. Ça, les CSP permettent de le valider. Et enfin, et là, je pense que je suis pas mal niveau timing par rapport à mon ordre de départ, il y a quelques références qui sont hyper cool. Donc déjà, comme je disais tout à l'heure, en blaguant avec Stack Overflow Programming, ça existe. Mais la vraie ressource de données, franchement, la doc de Mozilla, elle est juste top. Si vous posez des questions, lisez la MDN, c'est parfait. Il y a des exemples. C'est écrit et c'est traduit dans plein de langues. Donc en plus, il n'y a pas l'excuse de c'est une doc uniquement en anglais. Je suis pas sûr d'avoir compris ce que j'ai lu. Franchement, c'est vraiment top. La spec, ça peut faire peur en fait de dire lisez la spec, mais en fait c'est intéressant et c'est pas si inaccessible que ça. Et enfin, les deux derniers liens sont des exemples d'app. Alors le dernier lien, l'avant-dernier lien, c'est un exemple d'app qui permet de jouer avec les corses où on choisit quel type de header on veut en réponse et donc le back va nous répondre ce qu'on veut et on va voir ce qui va passer, ne pas passer. Ça permet un peu de faire son petit lab pour essayer de voir pourquoi ça marcherait pas, par exemple sans avoir besoin de démarrer un bout de HTTP serveur et de tester. Et le dernier lien, c'est un article très 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 complet sur l'explication des corses, qui m'a servi beaucoup pour construire le talk sur la structuration, dans l'histoire des corses, le pourquoi, le comment, ce qui se passe et comment ça a été implémenté. Et donc là, pour le coup, on a fait le tour de Corse et je crois qu'on est pas mal. Merci à vous.